L'heure de l'embarras sur Alliance 92, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons sur Embarras, en ce jour, Faranienne Pierre-Bernard Amarson, de la société civile. Ce n'est pas un nom qui nous est inconnu. Bonjour. Bonjour Prisca, merci de m'avoir invité sur ce plateau en tant que membre de la société civile. Société civile, actuellement, ça sa place, sa force par rapport il y a quelques années de cela. Qu'est-ce qui a réveillé la société civile malgache pour être en ce moment dans un groupe quand même assez écouté et qui ne mâche pas ses mots quand il le faut aussi quand même, il me semble. Alors, je suis de la société civile dans le mouvement Rouille, donc de la société civile, qui regroupe en ce moment un peu plus d'une centaine d'organisations de la société civile de tailles diverses. Donc il y a les plateformes, et puis il y a les associations simples, et il y a les ONG, et qui sont dans toutes les thématiques de développement qui puissent exister dans un pays, à savoir l'éducation, les infrastructures, la santé, les droits de l'homme, le genre et la gouvernance, qui est une grosse question qui doit demeurer toujours dans la société civile, dans la mesure où on voit bien que la gouvernance est une problématique majeure pour demeurer pudique dans un pays comme le nôtre, puisque c'est la mal-gouvernance ou la mauvaise gouvernance, en fait, qui, nous le croyons fermement, qui fait que nous sommes dans cette situation épouvantable. Ce que je voudrais redéfinir la société civile, qui est un secteur, un des acteurs nationaux donc du pays. Savoir que la société civile est bénévole, c'est-à-dire que nous nous engageons de manière volontaire et indépendamment de la politique. Les partis politiques ont pour définition ces acteurs nationaux qui ont la conquête du pouvoir. Et il n'y a pas de mal à ça, je précise bien. Et en plus de ça, notre bénévolat se fonde sur la non-primauté de l'argent. Nous sommes des acteurs non lucratifs, donc nous sommes à dissocier du secteur privé qui a sa place dans le pays, puisque c'est elle qui, en principe, est le moteur du développement et qui crée les richesses. Donc nous, en tant que société civile, nous sommes un ensemble nous sommes des associations de citoyens qui nous engageons de manière volontaire, et nous avons pour mandat et obligation de représenter les intérêts du citoyen, même si au niveau officiel et élu, nous avons le Parlement. Nous sommes des volontaires. Au niveau du Parlement, il y a donc le Sénat aussi et l'Assemblée nationale qui, en principe, je dis bien en principe, défend les intérêts des citoyens. Et entre autres outils que nous utilisons, il y a le plaidoyer, il y a l'interpellation, et aussi nous sommes une force de proposition. Par exemple, quand nous sommes demandés à intervenir dans la formulation des politiques publiques. Pour cela, on va dire les conditions de réussite de la société civile, d'abord, c'est d'être bien formé et d'avoir les compétences. Par exemple, moi, je suis dans la lutte contre la corruption. Je dois bien être formé et informé sur les enjeux de la lutte contre la corruption, bien sûr, de ce qu'est la corruption, quelles sont ses formes, quelles sont les lois qui existent, et puis être bien au courant des questions brûlantes, comme il y en a une là que nous connaissons tous. Qu'est-ce qui se passe, et puis de se positionner de manière affirmative avec les informations et la formation qu'on a. Et nous sommes, bien sûr, redevables, comme tout acteur national vis-à-vis de la population, et nous devons aussi avoir, évidemment, des preuves d'intégrité. Il n'est pas question qu'on rentre dans la société civile et de ne pas être intégré. Et c'est comme ça que nous pouvons être crédible. Voilà. Oui, mais de cette, je dirais pas fusion, c'est même pas le mot, que de ce ralliement entre associations, ONG, tout cela, ça formait un bloc à travers donc différents thèmes d'intervention. Mais là, on a parlé de lutte contre la corruption, par exemple. Pour la société civile dont vous êtes membre, qu'est-ce qui manque pour que la lutte contre la corruption ne soit pas encore vraiment palpable? Alors, d'abord, il y a cet engagement qui doit être collectif de tous les acteurs nationaux du pays, aussi bien du simple citoyen, en passant par la société civile, le secteur privé, les médias et l'État. L'État, dans ses trois pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et dans notre pays, on attend beaucoup de l'État, et l'État
est redevable du point de vue de la lutte contre la corruption, et d'ailleurs elle s'est bien engagée, n'est-ce pas, dans cette stratégie de lutte contre la corruption. Il faut qu'on voit la volonté politique, d'une part du pouvoir exécutif, de bien favoriser la lutte contre la corruption, ce qui n'est pas toujours évident, parce que la volonté politique, elle se mesure d'abord dans la suffisance des moyens qu'on donne à la lutte contre la corruption, et donc, par exemple, et ce n'est pas un exemple minime, dans la suffisance des moyens, c'est-à-dire l'allocation budgétaire suffisante qu'on donne, ne serait-ce qu'aux organes de lutte contre la corruption. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas encore, atteinte, cette allocation, puisque l'année dernière, en 2016 déjà, elle n'était pas du tout atteinte. Cette année, le budget de l'État aurait alloué 40%, par exemple, au Bianco. Mais est-ce que la vraie question, c'est est-ce que c'est suffisant pour le Bianco? Or, ce que nous savons, c'est 40% aussi, n'est-ce pas, du budget de fonctionnement, mais il n'y a rien qui a été changé dans le budget de programme. Le budget de programme, il est resté tel quel, c'est-à-dire insuffisant. Il y a aussi, par exemple, il ne s'agit pas seulement de parler finances, mais en même temps de ces paramètres qui favorisent la lutte contre la corruption, comme l'accès à l'information. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de loi à l'accès à l'information. On s'en rend bien compte. Parce que, par exemple, quand il y a un de nos associations de la société civile, Non-Rouille, qui a pour objet de connaître les salaires des agents publics dans le pays, il y a un blocage pour avoir ces informations-là, alors qu'il s'agit de l'argent public. Voulambao qu'on dit en malgache. Tout ce qui est trait aux finances publiques doit être accès au public. Doit être accès au public et doit être une propriété du public en termes d'information. Parce que ça vient de l'argent du peuple, du public. Voilà. Sur le plan législatif, il faut qu'on soit lucide. En l'état actuel de notre Parlement, qui, bien sûr, comme tous les parlements, n'est-ce pas, sont composés des partis politiques, en termes de personnel, c'est le personnel politique. Est-ce qu'ils sont suffisamment imbus de la chose publique et de l'intérêt national pour pouvoir dépasser leur chapelle politique et faire avancer des lois, mais qui viennent bloquer leurs intérêts en tant que parti politique. Je veux parler, par exemple, si on faisait passer le complément de loi sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Vous voyez tout de suite où se trouve l'intérêt des partis politiques de ne pas, alors que c'est l'avenir du pays, c'est un enjeu qui met en danger l'avenir du pays quand on n'y parvient pas à cette législation correcte et complète des financements des partis politiques. Alors justement, à travers interpellation, plaidoyer, force de proposition, par rapport à ces exemples, qu'est-ce que vous avez fait, la société civile? Nous faisons toujours des communiqués, et aussi à travers lorsque nous sommes appelés, parce que nous sommes de plus en plus appelés à travailler dans la formulation des politiques publiques, par exemple. Par exemple, la politique foncière, nous émettons nos recommandations et notre point de vue. Voilà. Souvent, c'est pas toujours accepté, mais nous sommes persévérants en disant non, ça va pas du tout. Par exemple, la lettre de politique foncière, il y a 2 ans, il y a une lettre de politique foncière qui a été faite. Le gouvernement a accepté, une grande partie de la société civile, et tout d'un coup, les acteurs au service des domaines, les inspecteurs se sont réveillés, ils ont fait un lobbying, un syndicat, et le gouvernement a reculé. On a dû de nouveau revenir sur le tapis. Non, c'est pas bien du tout. Ça vous arrive donc d'être parfois des intermédiaires par rapport au gouvernement ou d'autres entités, comme par exemple, comme vous venez de dire, il y a eu une rencontre entre le gouvernement, le secteur privé par exemple, et la société civile, et que ça ne l'a pas été pour autant donc bien accepté par tous. Vous revenez sur la matière. Oui. Et nous intervenons au niveau nous faisons une lettre. Souvent, c'est une lettre de rappel ou quoi que ce soit. Oui, au niveau du ministre, en disant Monsieur le ministre, je pense qu'il faut qu'on revienne. Et je pense qu'il y a une espèce de satisfaction que nous avons d'être de plus en plus écoutés. On commence à vous accepter, donc. C'est ça. On commence à accepter la société civile. Voilà. Et nous-mêmes, au niveau de Rouille, dans la commission que je coordonne, nous avons un projet d'amélioration des services publics. Les hauts responsables de ces services publics nous reçoivent parce que nous devons travailler avec eux. Et franchement, il n'y a pas du tout il y a une ouverture. Il y a une ouverture de la part de ces hauts responsables qu'on travaille main dans la main pour la lutte contre la corruption. Par rapport à un contrôleur quelconque dans l'État, que ce soit au niveau
public. C'est presque votre rôle aussi en tant que société civile, tout compte fait, non? Oui, faire le suivi, oui, c'est ça. Ouais. Ça fait partie dans l'intérêt de la population. Quand on dit aussi société civile, on pense beaucoup. Et d'ailleurs, il y a eu des moments où on vous a classé la société civile comme budgétivore, beaucoup d'ateliers, il n'y a que des ateliers. Et est-ce que ça a porté quand même ces ateliers entre nous? Je suis d'accord avec eux. Le fait que nous assistons à beaucoup d'ateliers, d'abord assister, nous assistons, nous sommes appelés et en même temps si nous faisons des ateliers, comment est-ce que je vous répondrai? Nous essayons de capitaliser les recommandations dans ces ateliers pour les réaliser. Et je pense que c'est un must que nous devons faire à chaque fois, mais nous sommes bien d'accord qu'on est toujours sollicité à des ateliers sans vraiment qu'on en voit vraiment des fois l'aboutissement des recommandations qu'on fait. Oui, en effet. Nous devons faire attention à cette question-là, de ne pas être que des instruments à remplir les fiches de présence. Et puis voilà, quoi. Oui, la société civile a été consultée, mais alors que la suite, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle devient. Et c'est à nous toujours d'être vigilants. Et c'est un challenge au niveau de la société civile, d'être toujours vigilant, d'avoir les capacités et les ressources pour savoir qu'est-ce qu'il en est après de la question. N'empêche, il faut travailler aussi avec les bailleurs de fonds par rapport à des grands thèmes. Par rapport à ces grands thèmes, est-ce que la société civile arrive à faire valoir quand même, par exemple, la culture malgache par rapport à tel thème, en disant non, c'est pas comme cela qu'il faut mener, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération, culture du pays par exemple, mentalité du malgache. Mon opinion, à l'heure actuelle, c'est que il y a beaucoup d'empathie en ce moment de la part des bailleurs ou des partenaires techniques et financiers vers la société civile malgache. La preuve, c'est par exemple l'existence de ce fonds commun multi-bailleurs qui travaille avec la société civile. Ce sont plus des appels à propositions où les interventions sont imposées. C'est, on va dire, si on exagère, du tout venant, mais en même temps, c'est tous les secteurs, les organisations de la société civile de tous les secteurs qui viennent et qui proposent. Et tous les projets sont examinés et c'est le premier arrivé, premier servi. Et je crois qu'il y a cette confiance vis-à-vis de la société civile qui existe. Donc, si la société civile se veut être crédible, elle a intérêt à présenter un plan de travail qui tient debout. Voilà, nous avons à bien montrer en quoi les projets que nous présentons sont bénéfiques, quelles sont les cibles, quels sont les résultats qu'on attend. Et voilà, donc on a intérêt à faire ça. Et à l'heure actuelle, en 2018, il y aura ce groupe de bailleurs de fonds qui prépare pour 2018 donc toujours une mobilisation financière assez élevée de 9 millions d'euros pour la société civile. Malheureusement, c'est encore que pour certaines zones d'intervention, c'est pas surtout. Et la société civile doit aussi déterminer quels sont nos besoins pour leur dire, voilà, accent sur ceci ou cela, sur la capacitation, la petite société civile de pouvoir mener des projets, par exemple de manière basique, ou alors nous avons au sein de notre société civile des organisations qui sont très, très bien formées et fortes, faire des projets de grande envergure en gouvernance, en éducation citoyenne et tout. Voilà. Voyons un peu plus loin, ailleurs. La société civile internationale diffère beaucoup de la nôtre ou... Vous parlez d'élections? D'élections ou autres activités. Est-ce que c'est la même chose, les activités des sociétés civiles ailleurs, comme à Madagascar? Déjà, la société civile ici, nous avons eu quelques problèmes parce que nous nous réclamons complètement indépendants de la société politique, d'une part. Et donc, nous ne voulons pas entrer dans la politique. Nous avons eu des chocs parce que certains d'entre nous, qui étaient des personnages connus, sont allés ont accepté certains postes publics et politiques. Nous ne voulons pas entrer dans la politique et justement nous voulons dissocier les associations qui peuvent exister en tant qu'associations, bien sûr, mais qui doivent être classées dès lors qu'ils se positionnent pour des candidats aux élections dans la société politique. Il n'y a pas de souci. Mais nous, en tout cas, le mouvement de la société civile ne doit surtout pas
ne doit pas, porter des candidats, ce serait le pire de tout, et soutenir un candidat, mais il y a une ligne jaune que nous ne pouvons pas franchir. C'est-à-dire cette ligne jaune concerne quoi exactement? Concerne justement cet engagement politique. Par exemple, le mouvement Rouille va présenter un livre blanc qui serait un projet de société pour les futurs candidats président de la République et députés. Vous voyez, donc on est en train de concocter ça pour leur dire voilà, et nous allons diffuser ça dans tout Madagascar pour dire voilà notre livre blanc Rouille. Regardez bien quel candidat ou quels sont les candidats ou quel est le candidat si c'est le président de la République, à la présidence de la République, qui vous paraît être conforme à ce profil et qui pourrait souscrire à ce projet que nous avons. Nous n'allons pas au-delà des critères d'éligibilité et c'est le respect plutôt des principes. Ce livre blanc concocté par tous? Oui, au sein de la société civile. Oui, au sein de la société civile, voilà. Donc c'est un travail qui est quand même assez lourd, mais il faut le faire pour qu'on arrive à fin 2018 en disant regardez, il y a une communication à faire de ce livre blanc. Écoutez, merci d'avoir été notre invité. C'était votre embarras, Paraniena Pierre Bernard Amarson. Merci à vous.